Dans, Oui, dans votre livre, où es-tu, quand je te parle justement, oui, la dimension éthique dans la relation entre le couple, enfin oui. la famille qui est face à vous, et le thérapeute, dans le système thérapeutique dont on parlait tout à l'heure, la dimension éthique, notamment en fin du livre, prend une place importante. Et la responsabilité aussi, effectivement. Mhm. Et la responsabilité, et que nous ne pouvons pas fuir. Et là, on voit effectivement que Lévinas a eu une influence importante sur moi. Et l'influence, on me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai progressé. Elle n'était pas évidente depuis le départ. Je l'aimais bien, mais c'est au fur et à mesure que j'ai progressé que j'ai réalisé à quel point ce que sa pensée m'avait marqué. Mhm. Si je peux me permettre de faire un petit bond Oui, en arrière, j'aimerais revenir à la période, effectivement, où vous amenez le concept de résonance, donc sous l'impulsion aussi de Von Foster aussi, qui réinterroge la première oui, cybernétique et qui s'en oui, vient vers, oui, vers une deuxième oui. cybernétique, avec ce qu'on a appelé le constructivisme Ah, radical. excuse-moi, juste une petite précision. Oui. Dans si tu m'aimes le même pas, je fais une erreur. J'appelle deuxième cybernétique la cybernétique de second ordre. Alors, j'essaie d'expliquer cette erreur, c'est pas si mal. Donc, dans la cybernétique de premier ordre, ça veut dire A agit sur B et B réagit sur A, il y a deux cybernétiques. La première cybernétique, c'est A vers B plus, B vers A moins. Mhm. Donc, ça maintient l'équilibre. Mhm. Un peu comme l'homéostat. L'homéostat. La chaleur monte, la chaudière va arrêter. Ça, c'est la première cybernétique. Puis la seconde cybernétique, je ne connaissais pas au moment où j'ai écrit mon bouquin, si tu ne me le donnes pas, c'était Maruyama. Maruyama a appelé deuxième cybernétique la situation où il y a A vers B plus, Mhm. B vers A plus. Ça veut dire que ça s'accentue au fur et à mesure. Et une amplification. C'est ça. Ça implique que va en général mener aux bifurcations riches à prégogine Mhm. et chères à prégogine. Et la, donc la cybernétique de premier ordre, il y a une première et deuxième cybernétique. Et puis la cybernétique de second ordre, c'est elle qui introduit l'observateur dans le système. Et mon problème, c'était effectivement comment aider le thérapeute à être membre du système tout en ayant la possibilité d'agir dans ce système d'une manière autonome. Et c'est là où, en créant la résonance, je donne un exemple particulier. Imaginons une personne qui sonne à ma porte, un peu comme quand vous êtes venu, et je vais ouvrir et je dis excusez-moi, je finis ma séance et je vous vois. Et la dame me répond en anglais, j'espère que vous me rendrez les minutes que vous me volez, d'un ton sec, comme ça. La pauvre en plus, elle avait des béquilles, ce qui veut dire qu'elle marchait d'une manière saccadée également. Et je reviens ici en sentant une sorte d'irritation monter en moi. Alors, je peux chercher qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire qui a fait que quelque chose est amplifié autour de cette irritation. Mais je peux me dire aussi, quelle est la danse à laquelle cette dame m'invite de danser? Dans quelle mesure elle ne m'invite pas, dès le départ, à être irrité par rapport à elle, peut-être parce qu'elle est une personne qui est convaincue qu'on ne peut que la rejeter. À ce moment-là, son programme officiel serait je veux qu'on m'accepte, la construction du monde serait un peu comme rejeter. Et dans quelle mesure est-ce que mon vécu n'est pas déjà riche? Parce qu'il me donne des indications sur la danse qu'il m'invite à danser. Et quand je vais la voir, évidemment, la pauvre dame me racontera son histoire, qui est une sorte de rejet constant. Mhm. Et donc, ce qui est intéressant avec la résonance, c'est que mon vécu est lié à moi, mais n'est pas réductible à moi. Mon vécu m'informe sur le type de danse à laquelle on m'invite. Si c'est une valse, c'est un tango, si c'est un rock'n'roll. Et à moi de savoir si je veux danser cette danse ou proposer une danse différente, qui créera une plus grande flexibilité. Et l'art du thérapeute, pour moi, c'est cette capacité d'analyser ce à quoi il est invité, l'accepter sans y entrer, dans le respect du fait que pour l'autre c'est légitime d'inviter à cette danse. Mhm. Mais c'est en n'y entrant pas qu'on tente de créer la flexibilité qui fait que l'autre évolue et accède
à un degré de liberté plus grand. C'est en lien aussi avec une notion importante sur laquelle vous revenez de Jackson notamment, c'est la double contrainte, où le patient, par exemple, peut être pris dans un système où il est obligé, d'une part, et c'est la nature du paradoxe dont vous parlez aussi vous avez absolument raison. Et c'est une dette que j'ai par rapport à l'école de Palo Alto, parce que ce concept de double contrainte, où on souhaite quelque chose qu'on ne croit pas possible, où on envoie deux messages en même temps, m'a permis de penser les problèmes du couple sous forme de double contrainte réciproque, où chaque membre du couple est divisé et invite l'autre à quelque chose qu'il ne croit pas possible. Et donc effectivement, mon modèle de thérapie de couple est un modèle qui utilise le concept de double contrainte que je trouvais très riche, mais bien que je reprenne sous forme de double contrainte réciproque. Je voudrais... Juste encore un mot peut-être. Oui, je vous en C'est prie. très important de dire ceci. Tout ce que nous créons, tout ce que nous disons, même si c'est créé par nous, a été inspiré par d'autres. Je veux dire, mon travail par exemple, bien que je ne sois pas quelqu'un qui suis dans la ligne de Palo Alto, je suis quelqu'un qui a toujours été vu comme différent par les gens de Palo Alto qui m'invitent régulièrement à leurs congrès, etc. Mais j'en dois beaucoup. Comme je dois beaucoup à mon ami Karl Whitaker, qui est quelqu'un qui, quand il voyait des patients, amplifiait les règles dysfonctionnelles jusqu'à ce que les patients eux-mêmes n'acceptent plus ces règles qui auparavant étaient acceptées normalement. Mais il les a tellement fait grandir qu'ils sont inacceptables. Je veux dire que je suis endetté par rapport à toute une série de gens, pas seulement des gens comme Levinas, ou comme Prigogine, ou comme Van Forster, ou comme Frédéric Guattari, mais aussi, ou comme Robert Castel, mais aussi toute une série de thérapeutes, comme Václavic, comme Jackson, comme Haley, comme Whitaker. Nous apprenons des gens qui nous sont proches, et ce que nous créons en second temps, c'est toujours grâce à eux. Et pour moi, c'est très important d'accepter que ce que nous créons ne vient pas que de nous. Ça a été préparé par d'autres. Et nous, nous apportons une petite touche en plus. Comme d'autres après nous apporteront d'autres touches en plus. Je crois que c'était Vasavi qui parlait d'être sur les épaules des géants. Quitte à ce qu'on soit géants nous-mêmes, mais d'autres seront encore sur nos épaules, devenus géants à leur tour. Mais je crois que c'est important cette idée de filiation. Et que c'est important, si on veut être un bon formateur, ou si on veut être un bon parent, d'accepter que nous avons reçu, et que nous transmutons ce que nous transmettons. Mais nous avons reçu et nous transmettons, même si on transmute. Beaucoup de plus jeunes psychothérapeutes, notamment, vous doivent beaucoup aussi, notamment à travers ce développement que vous avez fait autour du concept de résonance. Je pense en particulier, enfin, quand je dis plus jeune, à Guy Oslos, qui notamment lui a travaillé sur la notion de compétence des familles, pour reprendre son livre, qui s'appuie beaucoup sur l'importance, justement on parlait du respect tout à l'heure, l'importance de ne pas se considérer comme un expert, mais de considérer que l'expertise est particulièrement dans la famille que l'on rencontre et qu'elle est... Je vais dire quelque chose un peu différent. Oui. Je dirais ceci. Je suis un expert. Je suis quelqu'un qui a accumulé toute une série de connaissances médicales, psychiatriques, psychothérapeutiques, culturelles. Et cette expertise, je la mets au service des gens qui ne savent pas qu'ils sont experts et qui découvrent leur expertise. Mais il me faut une expertise pour pouvoir être capable de faire accoucher ces gens de leur expertise. Autrement, je serais simplement là gentiment en train de dire oui, oui, oui. Je ne dis pas oui, oui, oui. Je travaille d'une manière telle que j'aide les gens. Parce que je crois énormément aux gens. Je crois énormément à la compétence, à la richesse des gens. Mais c'est un métier que d'arriver à aider les gens à pouvoir accéder à leur richesse. Et donc, je me méfie
quelquefois des situations où on peut s'imaginer que le bon cœur suffise. Le bon cœur ne suffit pas et le respect ne suffit pas. Il faut plus que du respect et du bon cœur. Il faut plus qu'aimer. Il faut aussi pouvoir avoir une formation la plus complète possible qui permette d'apprendre à s'utiliser dans un contexte d'une manière telle qu'on élargisse le degré de liberté de ce contexte, qu'on ouvre le champ à des nouveaux possibles. Donc là, à la différence de certains de mes collègues qui se veulent simplement partie prenante dans l'ouverture, je pense que il faut une expertise pour pouvoir créer l'ouverture. Autrement, c'est vrai que quelquefois il arrive que l'ouverture se passe à travers un mot, à travers une phrase, à travers quelque chose qui ne nous a pas semblé fondamental, mais qui est important pour l'autre. Mais je continue à penser que nous devons former les gens d'une manière sérieuse. J'ai très peur de toute situation qui pourrait faire penser aux futurs thérapeutes qu'on peut être thérapeute simplement en aimant les gens, en les respectant. C'est très important, mais ça ne suffit pas.